j'ai voulu vraiment que ce personnage parte d'une oisiveté provinciale et lui ajouter un arc transformationnel, c'est-à-dire le faire évoluer. Et pour le faire évoluer, j'ai trouvé effectivement l'ouverture d'esprit que pouvait être la découverte quand on est focus sur de la pureté raciale ou des choses comme ça, d'avoir des origines d'ailleurs. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le Book Club de l'été de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, très bel été à tous. Mon invité aujourd'hui, c'est Aziz Kelfouna. Bonjour Aziz et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous publiez votre deuxième roman, il s'appelle Identité croisée au singulier chez l'Harmattan. Et pourtant, vous auriez pu réutiliser le titre de votre premier roman, Enfin libre, pour ce livre. C'est parce que vous l'avez déjà utilisé, vous n'avez pas fait Enfin libre 2 ? J'aurais pu, effectivement. Il s'appelait aussi, dans la première version, il s'appelait désoxyribonucléique, en hommage à l'ADN. Donc, la boucle est bouclée. Voilà. Tiens, rapprochez votre micro, comme ça on va mieux vous entendre. Vous parlez de l'ADN, parce que tout part d'un test ADN, cadeau empoisonné qu'on fait à votre héros Sébastien, un soir de Noël. Exactement. Donc Sébastien, c'est un quadra de province un peu perdu et féru de thèses identitaires. Mais on va dire que c'est un identitaire light. Hein. C'est quoi un identitaire pour ceux qui nous écoutent ? C'est quelqu'un qui considère que la France est nécessairement blanche, catholique, et précisément qui vit dans le cauchemar de ce qu'on appelle le grand remplacement, c'est-à-dire qu'une autre origine ethnique que la France de souche vienne remplacer le peuple blanc de France. C'est un peu ce qui est défendu dans les thèses identitaires très à droite. Bah alors il a deux idéologues, hein. Il y en a un qui s'appelle Éric Zitoun, qui pourrait ressembler à quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs, hein, Éric Zitoun. Toute ressemblance ne serait que fortuite. Bon, il y a un Jean aussi. Voilà. Jean Profetia, pareil. Qui pourrait ressembler à quelqu'un qu'on connaît. C'est ça. Bien. Donc, c'est un quadra. Il est engoncé dans sa vie. Il s'emmerde, pardon, je mets des guillemets à la radio, ça passe pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui s'emmerde dans sa vie. Oui, comme beaucoup. Donc, il s'accroche à des choses qu'il capte sur Internet sans vraiment se poser de questions. Donc il suit des idéologues, il regarde beaucoup les chaînes d'infos, donc ce qu'on appelle l'infobésité perturbe aussi les esprits les plus oisifs, on va dire. L'infobésité, pour ceux qui nous écoutent, c'est le surplus d'informations, de chaînes d'informations en continu, où finalement il n'y a plus trop de hiérarchie entre les choses et on reçoit toute la journée un flux continu d'infos qui ne permet pas d'avoir à un moment un peu de recul, un esprit critique, et on se laisse plus guider par ses émotions que par sa raison, on va dire. Ouais. Bon, ça c'est la vie de Sébastien jusqu'au jour où il va faire son test ADN. C'est la mode, hein, les tests ADN. Je sais pas si vous en avez fait un, vous ? Non, pas du tout. Donc il fait le test ADN et bim, les résultats arrivent. Les résultats arrivent et à son grand désarroi, il découvre qu'il a une partie de lui. Une partie de ses gènes, en l'occurrence, une vingtaine de % d'Afrique du Nord, et plus précisément d'Algérie. Voilà. Et quand il regarde papa-maman, il comprend pas. Voilà, parce que aussi bien... Tout va bien, tout a l'air de bien se passer de ce côté-là. Ses parents, ses grands-parents ressemblent à l'idée qui se fait de ce que doit être un Français, un Européen, etc. Donc il s'imagine pas du tout... Il mène l'enquête. Il part à la recherche de ces 20% d'Algérie. Voilà, et l'épopée commence. C'est-à-dire qu'il va d'abord interroger ses parents lui disent mais non, etc. Donc les parents doivent aussi faire un test ADN. Ils s'aperçoivent que ça vient du père. Le père interroge sa mère, parce que son père est mort, donc le grand-père de Sébastien. Et puis voilà, les réponses commencent à arriver, tout doucement. L'histoire que vous nous racontez ce matin, elle part de faits réels ou ça part de votre tête ? Ça part complètement de ma tête. D'accord. Il n'y a aucune base, c'est une vraie fiction. C'est de la fiction jusqu'à l'imbrication des faits historiques qui sont pour le coup vrais. Oui, non, c'est pour ça que c'est pour ça fiction. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que comme on est en plein dans l'histoire de la conquête, de la colonisation de l'Algérie, avec cette histoire, je vais savoir si vous avez ramené quelques faits réels. C'était un biais
que j'ai choisi, une tactique narrative. En gros, j'avais envie de parler de du début de la colonisation, parce qu'on parle beaucoup de la période coloniale, on parle beaucoup et surtout de la guerre d'Algérie, du décolonialisme, etc. Mais on parle très peu comment ça s'est fait, comment ça s'est fait, etc. Et ça m'intéressait pas d'avoir le point de vue d'un Algérien ou le point de vue d'un Franco-Algérien. Ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'un Français. Et c'était un peu plus drôle de l'avoir identitaire pour avoir un vrai contraste et une approche un peu naïve, même quasiment ingénue sur le sujet. Oui, parce que lui, il connaît vraiment rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. Et c'est vraiment l'idée de, à travers ses yeux, c'est tout le principe, à travers ses yeux, on va découvrir exactement ce qui s'est passé à partir de 1827, 1830. À partir de la siffle. De la siffle, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est la siffle ? C'est une gifle qu'a reçu d'ailleurs le consul de France, Pierre de Val, je crois, donné par Hussein Dey, Hussein Pacha, comme on dit, en raison d'une dette de blé contractée pendant le Directoire, donc par Napoléon. Et donc tous les rois de France qui sont arrivés ensuite, enfin les deux en l'occurrence, Louis XVIII et Charles X, ont refusé toujours de payer sa dette. Et ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que la Révolution française ayant ruiné en partie la France, ayant déstabilisé l'agriculture française notamment, qu'en 1800, l'Algérie était le grenier à blé de la France. Et ça, il y avait un très bon livre de Pierre Péan là-dessus. C'est ça. Et je me suis appuyé. Vous êtes parti parce que je me suis appuyé sur Pierre Péan pour la partie dette. Oui, exactement. Parce qu'en fait, Pierre Péan avait mené une enquête sur cette dette non honorée des Français, qui serait à l'origine du déclenchement de la colonisation. On dit que effectivement, pour revenir à la gifle, c'est un coup de chasse-mouche. Je l'ai mis un peu de façon humoristique, mais le Charles X, qui était en 1830 très très impopulaire, d'ailleurs il allait abdiquer quelques mois après, cherchait une porte de sortie. Donc la guerre coloniale, c'était un prétexte. Un prétexte, exactement. Ouais. Du coup, on peut dire que, et on dit souvent, les historiens ont des débats là-dessus, moi je rentre pas dans les débats parce que je suis pas historien du tout, mais que la gifle, c'est l'attentat de Sarajevo de la colonisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lui, il va s'intéresser surtout aux années de résistance, premières années de résistance algérienne, qui là aussi, pour le coup, alors sont assez peu connues de tout le monde, de chacun d'entre nous, et complètement inconnues de lui-même. Exactement. Donc, je pense qu'en Algérie, on connaît bien la période, puisqu'elle est largement étudiée, mais en France, on parle de l'histoire de France, en l'occurrence, on parle de décisions politiques, parce que c'est en Conseil des ministres que la colonisation de l'Algérie a été décidée. Donc voilà. Et c'est ça. Donc voilà, ça c'est le début de l'histoire de Sébastien, qui part donc à la quête de ses origines. Finalement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec des origines qu'on n'avait pas soupçonnées ? Qu'est-ce que ça lui fait à lui ? Pour un identitaire, ça fait très mal. Entre guillemets, lui, il le vit mal. Moi, je le tourne un peu à l'absurde, parce que probablement tout le monde s'en fout d'avoir X% d'origine, parce que tout est très mélangé en fait. Il n'y a pas de pureté. Peut-être les Islandais, on va dire, qu'on a un patrimoine, et encore, ils sont 300 000, ils ont un patrimoine génétique assez. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. Les Islandais sont assez homogènes, on va dire génétiquement, mais sinon les tests ADN servent à pas grand-chose, si ce n'est à confirmer. Certaines choses, je voyais que des extrémistes américains, des white suprémacistes comme on dit, je voyais qu'ils ont fait un test à un white suprématiste et ils ont démontré qu'il avait 15% d'Africains en lui. Donc ils l'ont filmé et tout, c'était assez drôle. Je me souviens de cette anecdote en particulier. Alors là, je suis pas sûr que ça fonctionne. Là, ce qui est bien, c'est que l'émission est filmée et qu'on a
conformément à ce qui était prévu, comme quoi, un problème avec la caméra. Voilà, c'est systématique. Le dimanche, la caméra ne démarre pas. Je sais pas comment on appelle ça. Hein. C'est une prophétie autoréalisatrice. Peut-être, c'est ça. Oui, parce que votre livre, je parle de ça parce que votre livre est aussi un livre de développement personnel d'une certaine façon. Avec cette personne, avec ce Sébastien qui a 40 ans, qui est engoncé dans sa vie, qui est clairement pas heureux de son métier, pas heureux de son couple, pas heureux de beaucoup de choses, et finalement qui va être confronté pour la première fois à ce qu'on appelle le développement personnel. Oui, alors j'ai voulu vraiment que ce personnage parte de là où il est parti, c'est-à-dire d'une noiseveté provinciale, etc. Et lui ajouter un arc, un arc transformationnel, c'est-à-dire le faire évoluer. Et pour le faire évoluer, j'ai trouvé effectivement l'ouverture d'esprit que pouvait être la découverte quand on est focus sur de la pureté raciale ou des choses comme ça, d'être finalement, d'avoir des origines d'ailleurs. Voilà. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est effectivement de se dire que le développement personnel, pour moi, c'est un peu la psychanalyse du pauvre. Moi, voilà. ça m'a fait hurler de rire pour connaître quelques-uns de nos grands gourous du développement personnel. Je les ai retrouvés complètement. Voilà, c'est ça. Et du coup, je fais même un débat. Je crée un débat entre une personne qui veut devenir coach, qui est un collègue, et lui. Il s'appelle Rachid. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il aurait pu s'appeler Steve, par exemple. Oui. Ou qui sait, peut-être que Steve s'appelle Rachid. Hein. On n'en sait rien. Peut-être. Mais et alors c'est marrant parce que il a ces deux parcours en parallèle. D'un côté, il a la quête de ses origines, et puis il a aussi sa quête de transformation. Et il va poser des questions à Rachid sur finalement ce qu'il connaît de la conquête de l'Algérie, de cette histoire de l'Algérie. Et l'autre est embêté, il veut pas lui répondre. Alors qu'il la connaît bien, l'histoire. Hein. Mmh. Oui, parce que lui, il considère que effectivement, il faut pas ressasser le passé. Justement, c'est un peu l'esprit du développement personnel, c'est de tirer un trait avec le passé, de pas être forcément dans la repentance, être focus sur une énergie positive, comme il dit, etc. Et ça sert à rien d'aller chercher, de ressasser, de toutes les choses négatives qu'on a l'habitude ou les mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans nos réflexions qui nous empêchent d'avancer dans la vie, quoi. Ouais. Donc, l'important, c'est le présent. Le présent et le futur. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, ça marche bien sur lui, hein. Ces formations en dev perso. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'avoir un effet, mais ça correspond à un moment de sa vie aussi où on sent qu'il a envie d'autre chose, et que effectivement le déclencheur, enfin, c'était le test ADN qui lui fait se poser des questions existentielles, métaphysiques, etc. Et puis du coup, il était prêt, quoi. Il était prêt pour recevoir. À un moment, il faut être prêt pour recevoir le bon message. Et là, c'était exactement un alignement des planètes, je dirais, par rapport à une évolution. Et du coup, j'entame l'arc transformationnel avec ces deux aspects-là. Vous avez commencé à écrire, vous, au moment du premier confinement, et vous avez enchaîné avec ce deuxième livre ? Exactement, ouais. En fait, le premier m'a donné un peu de confiance, puisque je me suis dit, si j'arrive à me faire éditer une fois, probablement que j'y arriverai une deuxième fois. J'ai un peu plus structuré, parce que le deuxième, il est un peu plus structuré, on va dire. Il y a plus une trame romanesque. Le premier, c'est plus un trip personnel, on va dire, dans la tête, même si c'est de la fiction, pareil. Là, je l'ai voulu un peu plus romanesque. C'est très réussi. Hein, voilà, pour un deuxième roman, c'est très réussi, franchement. Je change le sujet, je dis plus mais je mets un narrateur en focalisation zéro, comme on dit. C'est-à-dire qu'il voit tout, il est extérieur à tout, et puis il donne parfois son avis, mais voilà, c'était pour changer de style aussi, pour essayer les deux, etc. Puis là, on travaille sur un troisième, pareil. Bon, qui est quasiment fini, donc. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous tournez à plein régime. Oui, enfin, j'ai des choses. Enfin là, je sors ce qu'il y a à dire. Après, peut-être que je serai moins inspiré, mais en tout cas, il y a des choses à dire pour l'instant. Alors, vous avez une autre vie professionnelle, voilà. 100 ans, mais ça correspond à quoi, cette envie pour vous d'être un écrivain ?
Je me vois plus comme un auteur qu'un écrivain, c'est-à-dire que j'ai envie d'écrire pour à la fois effectivement dans un cadre littéraire comme ces 2 bouquins et bientôt le 3e, mais aussi dans un cadre plus audiovisuel, c'est-à-dire ce qui est plus un peu votre cœur de métier aujourd'hui. Voilà, vous écrivez d'habitude avec de l'image. Voilà, c'est ce que j'ai développé ça. J'ai développé cette et je vois que tout est lié en fait. C'est-à-dire que voilà, moi écrire des scénarios, écrire de la fiction, écrire du réel comme sur un documentaire, etc. C'est pas exactement la même chose, mais il y a des mécanismes communs, on va dire. Et donc moi, voilà, auteur, ça me plaît bien. Voilà. Mais vous appliquez une méthode quand même. J'essaye, ouais, voilà, j'apprends, je me forme, je continue à me former, je travaille toujours, voilà. Il y a une méthodologie qui commence à arriver. Voilà, c'est-à-dire que non seulement vous avez envie d'écrire des livres, mais vous avez envie de faire les choses bien d'une certaine façon. C'est ça. Pas d'instinct. Pas d'instinct. Le premier, c'était plus vraiment de l'instinct pur, c'est sorti, et là, maintenant, je structure. Ouais. Vraiment envie de structurer les choses, voilà. Je sais que ça correspond à plus. Les Américains font beaucoup ça. En fait, j'observais. Ouais. Follow the process. Voilà, il y a beaucoup de méthodologie. En France, c'est pas bien vu. Ils considèrent qu'il faut pas avoir de plan, par exemple. Ou alors, faut pas le dire. Faut pas le dire. Ouais. Il faut avoir juste des idées comme ça et puis suivre. Et je trouve que ça aide. C'est intéressant aussi d'avoir un plan. Alors moi, j'ai pas toujours des plans, mais j'ai quand même une structuration. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on veut aller. Là, en l'occurrence, je sais où je voulais aller. Je voulais traiter. Alors, philosophiquement, je dirais que je voulais traiter d'identité, mais je voulais vraiment parler de la période amboisienne. Amboisienne, c'est comme le nom de la ville d'Amboise. De l'émir Abdelkader, puisque je trouve que alors à la fois en fiction il n'y a rien sur l'émir Abdelkader. J'entends des initiatives à chaque fois, mais j'ai rien vu de concret. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un grand film. Je pense qu'il y a un grand film à faire sur l'émir Abdelkader. Je pense qu'il y a plein de romans à développer. Alors il y a des très bonnes biographies. Comme Ahmed Bouillarden. J'étais en train de vous montrer le dernier livre d'Ahmed qui vient de sortir sur l'émir, qui s'appelle La plume de Tahir, et là donc il fait intervenir Arthur Rimbaud, mais qui est le biographe de l'émir Abdelkader. Il y a une bonne biographie de Mustapha Chérif aussi. Voilà, il y en a plusieurs. Il y a Bruno Etienne qui est très complexe. Par contre, je l'ai acheté justement, je l'ai lu avant de. Elle est vraiment complexe, celle-ci. Donc voilà, il y a un peu de matière, mais je trouvais que effectivement, il y a peut-être un grand documentaire à faire. Il y a probablement, alors il y en a quelques-uns. Je dis pas qu'il y a pas, mais c'est un sujet dur à traiter et il fait autant partie de l'histoire algérienne que de l'histoire de France. Voilà, le Book Club avec notre invité aujourd'hui jusqu'à 13h, Aziz Keftouna, qui vient parler de son deuxième roman. Je vous le montre à la caméra, qui s'appelle Identité croisée au singulier, aux éditions de l'Harmattan. Aujourd'hui, vous dites que l'écriture, c'est votre ikigai. Oui, c'est ça, exactement. Alors, pour que ce soit ikigai, absolument, il faudrait que j'en vive totalement. mais effectivement, je pense que c'est une vocation pour moi et que voilà, j'essaie de développer ça et de ne plus jamais m'arrêter. Ikigai en japonais, ça veut dire joie de vivre, non ? Voilà, c'est le point de rencontre entre ses passions, ses vocations et ses missions. C'est une matrice particulière d'ailleurs très utilisée en développement personnel, reprise en développement personnel puisqu'elle fait partie de la tradition culturelle japonaise. Voilà. 01 53 48 3000. Alors, allô, bonjour. Allô, c'est moi. Oui, c'est à vous. Quel est votre prénom ? Bonjour, c'est Karim de Pantin. Karim, écoutez, soyez le bienvenu et bon dimanche. Merci à vous aussi, Philippe. Bonjour à votre invité. Si j'ai pris l'émission au cours, il s'agit bien d'une émission sur l'émir Abdelkader. Alors, l'émir Abdelkader est un des personnages de cette fiction, effectivement. Parce que je ne sais pas si le monsieur est historien. Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, vous, Karim, de l'émir Abdelkader ? Il y avait une question historique à poser concernant l'émir Abdelkader, alors c'est peut-être pas le moment, du coup. Allez-y, posez votre question, on va voir.
Bah écoutez, donc sans arrière-pensée, sans aucune volonté non plus de lancer une polémique quelconque, parce que je suis ni un spécialiste de la mine de Abdelkader et encore moins, et je ne suis pas historien non plus. Mais à la suite d'une conversation avec un ami et suite à mes recherches sur Internet, j'ai appris que l'ami Abdelkader, quelques semaines avant son arrestation, enfin sa défaite et sa capture, avait séjourné au Maroc. Et j'ai lu un peu partout que ça aurait été les autorités marocaines qui auraient donc indiqué aux autorités françaises l'itinéraire que devait prendre l'armée d'Abdelkader, ce qui a permis aux autorités françaises de le capturer. Et je voudrais savoir si ce monsieur peut confirmer ou infirmer cette information. Mais ceci dit, s'il n'est pas historien, malheureusement, il pourra peut-être pas. Oui, voilà, exactement. Moi, je veux pas prendre le risque de. Alors effectivement, ce que vous dites est. Sur le Maroc, déjà, on peut dire que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il s'est réfugié de 43 à 1843 après la prise de la Smala jusqu'en 47, et il a mené la résistance depuis le Maroc. Ça c'est vérifié et effectivement il s'est rendu effectivement. Alors il faut effectivement, vous l'avez touché du doigt, demander à un historien ou demander à des historiens, puisque vous aurez 3-4 versions, peut-être autant de versions que d'historiens. C'est un sujet assez sensible. Le Maroc de Lyautey à l'époque. Voilà, c'est Lyautey qui a. En fait, les autorités marocaines n'avaient pas trop de choix que de. Oui, on vous écoute. Lyautey n'était même pas né. Non, Lyautey, c'est dans les années 1920. Non, là, on est en 1840. Lyautey, il n'était pas né encore. 1847. 47, Lyautey n'était pas né. Enfin, même s'il était né, il n'était pas général. Non, Lyautey, quand c'est lui qui a fait la guerre du Rif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser effectivement la question à des historiens. Oui, parce que c'est une question, parce que je veux dire que ça lance le trouble sur le comportement du Maroc aujourd'hui encore, Excusez-moi, donc, heureusement, c'est vraiment une émission historique. Heureusement que vous avez dit que vous ne vouliez pas lancer la polémique avant, parce que sinon, si vous ne l'aviez pas dit, j'aurais vraiment cru que vous vouliez la lancer. Mais heureusement, vous vous êtes... Ok. Bonne journée, Philippe, à plus tard. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que lui, de toute façon, il a fait Sébastien, votre héros, va faire ce que beaucoup auraient fait. Il est parti sur Internet pour se renseigner sur ce qui était ce personnage de l'émir Abdelkader. Et un peu à l'instar de la question que se pose l'auditeur qui vient d'appeler, il y a beaucoup de zones d'ombre en fait. Il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup d'anachronismes, il y a beaucoup de transpositions à l'histoire. Enfin, on voudrait faire des parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui a pu se passer à l'époque, alors que c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir, puisqu'on est à 2 siècles de décalage. Enfin, voilà, Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que la littérature n'est pas l'histoire et que la fiction permet d'aborder, de saupoudrer un peu de faits historiques discutables. On peut débattre de tout. Mais effectivement, la reddition de l'émir Abdelkader s'est faite dans des conditions dont on ne connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants. On sait qu'il s'est rendu au duc d'Aumale, le fils de Louis-Philippe. Il a remis son cheval comme symbole de reddition. On lui a demandé où il voulait aller, puisqu'on le garantissait un exil s'il s'éloignait de la politique. Donc, à ce moment-là, le régime monarchique lui promet que, en allant à Toulon en 1848, depuis Toulon, il irait ou à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie à l'époque. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est un personnage qui est complètement imbriqué dans l'histoire de France. Malheureusement, en 1848, Louis-Philippe abdique, la Deuxième République s'instaure, Lamartine proclame la Deuxième République, qui durera 4 ans, Napoléon III prend le pouvoir, et l'émir Abdelkader n'est plus du tout une priorité. On l'oublie un peu dans sa prison toulonnaise, depuis laquelle, en fait, qui est devenue une prison. Au départ, c'était entre guillemets un hôtel pour l'envoyer, etc. Et donc, ça devient une priorité. Non seulement c'est plus une priorité, mais on pense que Lamartine pense qu'il peut régénérer une révolution, une résistance plutôt, d'où il sera. Donc, on décide de l'envoyer en prison à Pau, quelques semaines, quelques mois, puis
à Amboise, et l'histoire que beaucoup de gens connaissent. Voilà, il est détenu au château d'Amboise. Voilà, de 1848 à 1852 exactement. Et après, il partira à Damas. Libéré par Napoléon III, qui, au moment de son coup d'État, au passage de la Deuxième République au Deuxième Empire, voilà, il le libère et l'envoie à Damas, voilà, où il exercera plusieurs métiers, notamment mystique et professeur de théologie. Bien, dans votre roman, il y a les deux périodes, la période de la résistance et puis cette période de la détention au château d'Amboise, avec comment la Smala a-t-elle été détenue et retenue au château d'Amboise, en fait. Oui, effectivement. Donc lui, la résistance de l'émir Abdelkader a commencé en 1832 environ, et il a réussi à fédérer toutes les tribus arabes et berbères autour de lui, puisque les Turcs ont perdu en quelques semaines. Hussein Dey s'est rendu exilé à Naples et a laissé les Français gérer le pays. Donc effectivement, la Smala est une ville itinérante. La Smala est une ville itinérante de, on va dire, 30 000 personnes. On m'entend ou... Non, on vous entend là, attendez. Mais alors, Mande, qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y, dis-nous-le, parce qu'on t'entend pas en fait dans ton micro. Vas-y, il y a quelqu'un au standard, c'est ça? Ahmed de Paris. Voilà, qui veut intervenir. Voilà. D'accord. C'est complètement en direct. D'accord. Donc j'en étais à je sais plus où, mais à notre ami la Smala. Donc effectivement, pour rappeler, la Smala, c'était une ville itinérante de 30 000 personnes. Qui était itinérante, c'était un enchevêtrement de tentes, parce que justement, il fallait qu'ils soient mobiles pour pas qu'ils soient capturés par les Français. Et un jour, tous les combattants de la Smala étaient sortis, et la Smala a été prise par le duc d'Aumale, donc le fils de Louis-Philippe, en 43, ce qu'on disait. Donc voilà, c'est un peu pour remettre. Donc la Smala est décimée, et dans la négociation qu'il fait pour pouvoir partir depuis Toulon, effectivement, il y a sa mère, ses frères, et une petite cour, on va dire une centaine de personnes, qui se retrouvent à Amboise. Et là, les Amboisiens font preuve, et là c'est documenté, il y a des documentaires, il y a un certain nombre de choses, de beaucoup d'hospitalité. On entendait même, des gens donnaient, parce que c'était très dur pour la rupture. C'était une prison en fait, Amboise. Donc il y a eu beaucoup. Oui, c'était un château, mais à l'époque, il n'était pas dans sa configuration château, il était dans sa configuration, prison, voilà. Pas chauffé, scorbut, donc beaucoup de morts, des jeunes, etc. Donc, le carré musulman qui avait été installé en Amboise, on peut toujours le voir aujourd'hui? Oui, il a été rénové par Rachid Kourachi, c'est un artiste, et effectivement il est complètement visible. Donc en fait c'est pour ça que le personnage est assez l'émir Abdelkader en tout cas est assez c'est un personnage de son siècle. C'est-à-dire qu'en fait il a marché sur les pas de Léonard de Vinci, qui a vécu et qui est enterré dans ce château aussi, etc. Donc voilà, il s'inscrit. Son histoire, elle est complètement liée à l'histoire de France, au grand personnage de l'histoire de France, et jusqu'au bout. Donc c'est un personnage passionnant. Il mérite une saga télévisuelle. Probablement, ouais. Alors Ahmed, qu'on attend au standard au 01 53 48 3000. Ahmed, bienvenue. Oui, bonjour Philippe. Bonjour Ahmed. Ça va et toi? Ça va bien, et toi? Oh, voilà, ça va. En fait, il y a une petite... moi, je suis pas historien, je suis algérien déjà. Tu n'es pas historien, mais tu es algérien. Ah ouais, je suis pas historien, mais je suis algérien. C'est pareil. Alors franchement, c'est la punchline du jour. Voilà, c'est-à-dire l'histoire de l'émir Abdelkader, on a eu à l'école et tout, mais il y a un truc étrange, il faut le dire. C'est-à-dire lui, quand il a posé les armes, c'est pour protéger le peuple algérien. Parce qu'il y a une discrimination totale en fait, à l'époque, c'était les généraux, ils rasent directement. Voilà, on dit la vérité, hein. En face de lui, c'était Bugeaud, hein. Oui, et en plus de ça, lui, il est parti au Maroc, il était trahi par le roi de Maroc, à l'époque, je sais pas c'est qui, à l'époque, au sud, il était au Marrakech et tout. Il était forcé par rapport à la France pour qu'il le chasse, il le vire de là-bas.
Voilà, tout simplement. Si un truc dans l'histoire, il faut le dire. Bah, tu sais, mais alors Ahmed, là vraiment sur ce point-là, on va. C'est pas question point, Philippe. C'est l'histoire. Non mais j'ai bien compris, Ahmed. Mais si tu veux bien. Non mais Ahmed, si tu veux bien, c'est l'histoire. Tu as raison. Maintenant, on va demander à des historiens qui nous confirment dans quelles conditions on peut. Il y a eu ce moment de reddition quelques années après la prise de l'Askada, parce qu'il y a eu un traité de paix d'ailleurs qui a été. La Tafna, la Tafna en 37, c'est-à-dire qu'il a tenté. Non, le Tachna, oui, la Tachna, la Tachna, ça existe. Mais avant, en fait, l'émir Abdelkader, c'était quoi? En fait, il a réussi il a essayé de, en fait, comment dirais-je, réunir les comment dirais-je, les tribus arabes et berbères, les côtés berbères, arabes, du sud, de l'ouest, du centre, et il était chassé par la France automatiquement, par le militaire, et après il était réfugié au Maroc. Ils l'ont viré de là-bas par rapport parce qu'ils ont fait l'appui, voilà, les généraux de la France à l'époque, voilà, et entre guillemets il était trahi, parce que moi quand j'ai un danger, je vais à mon voisin. Et mon voisin, il me vire, ça veut dire quoi? C'est un point. En temps de guerre, c'est pas en temps de guerre. C'est un point important que tu soulèves, Ahmed. Et c'est important que tu le fasses. Maintenant, regarde-moi bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à des historiens comment ça s'est fait techniquement. Qu'est-ce qu'on a comme document aujourd'hui? Comment c'est documenté ces points d'histoire? C'est important aussi. Aussi, Philippe, il faut reconnaître que l'émir Abdelkader, point, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui disent oui, pourquoi il a déposé les armes. Lui, il a déposé les armes parce qu'à l'époque, c'était raser le peuple algérien. Il a protégé le peuple algérien pour qu'il ne sera pas rasé. Parce que moi, je te dis quelque chose que les gens ils comprennent pas que à l'époque, c'était le peuple algérien, il était en train de disparaître. On est arrivé en 3 000, 4 millions, parce qu'il était comment dirais-je, on était la tuerie, on était dans comme il a fait le général Beaujou, comme il a fait, c'était on tue des villes. Après, sur Bugeaud, il y a entre guillemets cette histoire de génocide, hein, donc voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'Ahmed, encore une fois, sur des sujets comme ça, voilà. C'est pour ça que je choisis la fiction et que je rentre absolument pas dans le débat historique précis. Moi, autant que pour te dire, Philippe, moi j'ai pris ça dans les livres en Algérie. J'ai étudié en Algérie. Ouais. Donc, en même temps, je connais bien l'histoire. En fait, tu peux voir par internet. Mais c'est deux choses clés que l'émir Abdelkader, c'est pas qu'il veut pas déposer. Il était obligé pour protéger le peuple algérien à l'époque. Ça veut dire vraiment une chose. C'est un brave homme. Alors attends, ça veut dire vraiment une chose. Je réagis au propos, c'est que de toute façon, il y aura forcément de la polémique. Dès qu'on va parler de l'émir Abdelkader, que ce soit la période amboisienne ou sa réconciliation avec Napoléon, ou on peut en inventer d'autres, sa dimension soufie mystique, ou que ce soit effectivement la période marocaine, il y aura toujours des sujets. C'est un personnage finalement. Il y a le truc, le dernier chose qui finit d'achever la polémique, c'est franc-maçon. En plus, voilà. Je n'osais même pas en venir. Donc, en fait, non, mais voilà, c'est pour ça que c'est le personnage de l'émir Abdelkader. Il sera forcément clivant. On voit encore que c'est compréhensible par rapport à la guerre d'Algérie 54-62, encore dans l'émotion beaucoup, même si on arrive de plus en plus à s'en détacher. Mais comme cette période de 1830 en France, en tout cas, on en parle très peu. Il y a beaucoup de fantasmes en fait, et on analyse en fait avec nos filtres d'aujourd'hui en disant voilà, en gros, le Maroc, qui était quand même pas souverain, le Maroc a trahi l'émir Abdelkader. Comme si, tu vois, comme si c'était un pays complètement souverain, etc. Et on essaye de créer des transpositions, des parallèles à travers les petits soucis diplomatiques qu'il peut y avoir aujourd'hui entre la France et l'Algérie. On se dit, finalement, ça a toujours été les petits soucis diplomatiques entre les deux pays, Sahara occidental, machin, etc. Donc, en fait, il faut juste transcender ça, et c'est pour ça que je fais appel à ce personnage de développement personnel, Rachid, qui lui
décide de passer à autre chose, à construire son présent et à construire son avenir et à laisser le passé et l'histoire aux historiens. Voilà, on avait invité Aziz Keftouna lors de la sortie de son premier roman. Il revient pour son deuxième roman. Parce qu'effectivement, il y a cette volonté chez vous de devenir un auteur, on l'a bien compris. Effectivement, vous bossez beaucoup, ça se lit puisque quand je dis ça se lit, c'est qu'on le voit quand on lit votre livre, parce que c'est très efficace. Voilà, le sens de la formule, c'est percutant, ça va vite. Donc, vous avez beaucoup bossé. Et donc, votre deuxième roman s'appelle Identité croisée aux éditions de l'Harmattan. Donc, 18 chapitres. Alors là, pareil, 18 chapitres, un mot par chapitre, un acronyme, un mot. Tiens, on parlait de la Smala tout à l'heure, mais c'est vrai que par exemple, la Smala, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est devenu aujourd'hui une expression qui est tombée dans le domaine. Un peu péjorative d'ailleurs. C'était aussi un nanar des années 80 cinématographique. La Smala. En lien avec le côté péjoratif, ça veut dire voilà une espèce de petite tribu un peu péjoratif pour désigner un petit groupe de personnes comme ça qui vivotent. Mais ça correspond à un mode de vie très précis. Dans la Smala, on dit. Alors là aussi, il y a un peu de littérature. Il y avait une bibliothèque ambulante avec 5000 livres. C'est-à-dire qu'en fait, on déplaçait, la Smala se déplaçait. Tout le monde vivait dans des grandes tentes. C'était un campement itinérant, un peu comme les nomades auraient pu faire. Et il y avait effectivement des écoles. Il y avait vraiment des médersa. Il faut dire que l'émir était un érudit. Il était même, alors comme on dit aujourd'hui, HPI. C'est ça. Je l'ai mis avec un peu d'humour, mais on dit qu'il était probablement surdoué, ce qui n'a pas de sens parce qu'à l'époque il n'y avait pas possibilité de le tester, mais quand on sait lire, écrire à l'âge de 5 ans, pouvoir interpréter le Coran ou des choses complexes spirituellement à l'âge de 9 ans, 10 ans, etc. Donc il a rapidement été, parce que même il a des aînés, donc s'il n'avait pas cette érudition ou cette capacité, son père aurait choisi, ou en tout cas aurait choisi ses aînés. Mais lui était vraiment identifié comme étant digne de reprendre, digne d'être la figure qui allait fédérer toutes les résistances. Aziz, je vous ai demandé 5 livres à lire cet été sur la plage. Alors on y va. Alors, j'en ai lu 4 sur les 5, donc je vais lire le 5e. Alors, je vais commencer par le 5e, que j'ai pas encore lu. C'est le prix Goncourt. Voilà. La plus secrète mémoire des hommes, pardon. Et effectivement, ça c'est mon programme de cet été. Et pourquoi qu'est-ce qui vous donne envie de le lire, finalement, ce prix Goncourt ? Eh ben, le fait que ce soit un prix Goncourt déjà, donc là je suis banalement marketing. Voilà, banalement marketing, et il me l'a été recommandé. Surtout, on m'a recommandé, on m'a dit que c'est vraiment bien, au-delà du fait qu'il ait eu le au-delà prix, de la joke commerciale, il y a du fond et c'est intéressant, et puis c'est intéressant de voir un premier concours africain francophone. Le livre a fait polémique aussi quand même. Oui, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est intéressant, c'est de vérifier par soi-même si effectivement la polémique est vérifiée. Donc je me ferai mon idée cet été. Bon, On the Beach. Voilà. Un livre qui est sorti l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé et qui se lit très bien à la plage, et notre ami Mourad Winter, L'amour c'est surcoté. Donc là, effectivement, c'est donc des choses vraiment différentes. Là, c'est un style particulier. Ça, pour le coup, c'est actuel. Ouais, c'est actuel. Enfin, quand je dis c'est actuel, c'est une écriture. On est à l'ère du tweet et de la punchline. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça dénote complètement, et c'est bien d'avoir je pense, c'est toujours bien d'avoir des styles différents, parce que lui, pour le coup, il a un vrai style. Ensuite, dans les classiques. Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il tient la distance sur 300 pages, parce qu'au bout de 15 pages, on se dit, il va pas tenir la distance. Ouais, c'est ça. Et en fait, il tient la distance sur 300 pages. Finalement, comment séduire cette fille, et puis voilà comment les rebondissements, c'est bien. Donc moi j'ai trouvé que c'était un style propre et très intéressant, propre à lui, je veux dire, et très intéressant. Ensuite, un classique parfait pour l'été, Amin Malouf, donc qui m'inspire beaucoup, parce que quand on arrive à mêler fiction, Léon l'Africain, donc Léon l'Africain c'est le personnage, une biographie imaginaire, un retour d'un pèlerinage à la Mecque, est capturé par des Vénitiens, donc 16e siècle. On traverse l'histoire, et donc on est à la fois dans
dans l'histoire et à la fois avec moins de polémique puisque c'est beaucoup plus loin et on est aussi dans l'histoire, dans les faits et dans la fiction. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se trouve en poche aujourd'hui, voilà. donc c'est pas un investissement considérable. Vous le trouvez même sur Amazon en vente et d'occasion, donc oui, voilà. Oui. Donc pour 2-3 euros, vous avez un grand classique pour un auteur que vous appréciez particulièrement, Amin Maalouf. Oui, c'est ça. Donc j'aurais pu mettre Le Rocher de Tagnos ou d'autres. Il y a pléthore. Voilà, il a écrit une dizaine de livres, je pense. Et c'est l'oncle de Ibrahim Maalouf, pour ceux qui le connaissent, pour le trompettiste. Famille d'artistes, c'est ça. Voilà, bien. Alors ensuite, alors un classique, enfin non, pas un classique, un auteur classique dans un livre qui n'est pas forcément le plus connu de lui. Voilà, un trip très court, hein, il y a soixantaine de pages, donc c'est parfait pour l'été sur la plage. Le joueur d'échecs. Donc voilà. De Stéphane Zweig. Ouais. Donc c'est effectivement aussi un trip très cérébral. En prison, il se met à inventer des parties d'échecs, donc c'est assez fort. Donc je pense que ça a pu inspirer cette série sur Netflix, le jeu de la dame là, mais en tout cas sur certaines scènes dans le trip, dans le trip où on voit l'actrice qui représente des parties d'échecs sur le plafond. En fait, voilà, lui joue contre lui-même parce qu'il est enfermé. Comme il est seul. Ouais. Voilà, il faut pas divulgacher, comme on dit. C'est avant l'ordinateur, hein, donc. Zweig faisait beaucoup de bouquins qui n'étaient pas très gros en fait, hein, qui n'étaient pas tous très gros. Ouais. Là, 60 pages, c'est un format. Ça se lit rapidement et ça se déguste en quelques heures de transat de plage, voilà, pour rester dans le thème. Et ensuite, pour un peu casser l'ambiance et pour changer complètement de style, un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Extension du domaine de la lutte, le premier roman de Houellebecq, donc bien avant toutes les polémiques, et après bon voilà, ça fait partie de la vie des écrivains de polémiquer, mais là c'était vraiment intéressant de découvrir. Et en fait, on a le ton est resté chez Houellebecq. Sauf qu'après, il est devenu une rockstar. Voilà, il est devenu une rockstar de l'édition. Donc, voilà. Non, aujourd'hui, il est sur une autre planète. Il fait plus de promo. Et les polémiques l'ont servi plutôt que desservi. Donc, oui, en fait, plus il fait de polémiques, plus il vend dans un marché qui quand même se contracte. Donc, il va pas arrêter de polémiquer. Mais là, vous dites que finalement, pour voir ce qu'était l'écriture de Houellebecq avant qu'il tombe dans ses travers, c'est à lire. Ouais, où ça préfigure d'un ton aussi qui restera, mais c'était intéressant parce que c'est un vrai livre d'été, quoi. Mmh. Court. Pareil, en poche. Voilà. Et si vous vous ennuyez, Enfin libre, qui était sorti l'année dernière. Alors c'est un univers carcéral, mais c'est pas vraiment un roman carcéral d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. C'était votre premier livre. Ouais. On dit que le deuxième livre, c'est le plus difficile à écrire. Alors, je sais pas. Il n'a pas été trop difficile, mais je me suis appuyé sur le premier, les erreurs que j'ai pu faire sur le premier. Mais comment vous le saviez, puisque vous avez enchaîné? Parce qu'en fait, il est sorti bien après le confinement, votre livre. Ouais, et du coup, après j'ai un peu ajusté, c'est-à-dire que une fois que j'ai sorti le premier, j'étais en train de finaliser le deuxième, j'ai ajusté un certain nombre de choses, j'ai changé un peu de structure, et c'est ce que je fais pour le troisième. En fait, je l'ai fini, et là je l'ai repris complètement, j'ai changé plein de choses parce que j'ai appris des choses entre-temps sur la méthodo, etc. Vous connaissez pas l'angoisse de la page blanche finalement? Est-ce que c'est parce que vous avez attendu 40 ans pour écrire que vous avez stocké 40 ans d'histoire? Alors inconsciemment, puisque je me voyais pas du tout auteur. Je rêvais à d'autres choses quand j'étais plus jeune, mais oui, vous vouliez être commentateur sportif, vous vouliez remplacer Mohan Marouche, ça tombe bien parce qu'il a 40 ans de radio, donc il est bientôt à la retraite. D'accord. Donc il y a une place à prendre. Hein. D'accord. Je vous envoie mon CV et on fera le sport. Voilà. Sur, pendant quelques années, vous irez apprendre auprès de lui. En stage. Voilà. Pas de problème. En stage. Assistant, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, oui, c'était pas du tout quand on n'a pas, comme moi, autodidacte, on n'a pas fait trop d'études, voilà. Et par contre, j'aimais lire, ça, je lisais, j'ai toujours lu et tout ça, mais voilà, c'était pas du tout envisagé une vocation ou des choses comme ça, quoi. Mais là, aujourd'hui, vous osez écrire, ce qui est bien plus difficile, entre guillemets, que d'être animateur radio ou de présenter des émissions sportives. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne seriez pas un présentateur sportif?
C'est quelque chose pour lequel vous avez dit ça y est, c'est fini. Non, en fait, c'était un rêve d'enfant. Et puis après, quand on fait pas une école de journalisme ou des choses comme ça, voilà, moi, Mais pourtant, vous avez continué à en approcher des sportifs. J'étais effectivement et des grands, oui, et des stars. Ouais, exactement. Et du coup, je me suis défoulé en étant coach. Donc j'étais plutôt dans la partie coach sportif que voilà, je voulais avoir un lien avec le truc, mais c'est ce qui m'a toujours plu, c'était effectivement avec le recul, aujourd'hui, je me dirais, j'aurais fait une école de journalisme, j'aurais eu un but. Quand on a un but, quand on a 13, 14, 15, 16 ans, on travaille bien à l'école puisqu'on sait ce qu'on veut faire. Donc si on sait qu'on est piqué, on veut faire une école de journalisme et qu'on veut faire telle chose, on veut suivre les sportifs, être dans le commentaire, être dans le journalisme ou même dans la création de contenu, de documentaires, être dans ce microcosme. On a de la force pour se concentrer et pour passer les diplômes qui vont bien et puis suivre la voie royale. Et ensuite, voilà, c'est toujours ces histoires de destin, on part sur autre chose et puis après on se laisse Après, il y a guider. aussi l'univers familial qui peut être influence ou pas, ou Voilà. les amis, le cercle auquel on... Ah, j'avais absolument personne. Les réseaux, vous voyez. Absolument zéro réseau dans ce monde-là, ça c'est sûr. Bien, en tout cas, vous continuez à écrire. Aziz Keftouna, votre deuxième livre s'appelle Identité croisée. C'est un roman chez L'Harmattan. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo après montage, hein, si on récupère l'image sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Très bel été par avance et très bon bel dimanche été. sur Beurre FM.